Bonsoir à toutes et tous. Alors, vous venez pour assister à un événement consacré à la Bolivie et peut-être un nouvel espoir. C'est une activité organisée conjointement par la plateforme Vénésol, à contre-courant et l'association culturelle Joseph Jacquemot. Alors, un an après le coup d'État militaire et policier appuyé par l'administration Trump et le Brésil de Jair Bolsonaro, Lucho Arce a été élu président de l'État plurinational de Bolivie. Son parti de gauche, le mouvement vers le socialisme, a raflé une majorité dans les deux chambres de la démocratie bolivienne. On a assisté d'une certaine façon à une marée de son parti, et assez exceptionnelle et une participation très élevée dans un contexte évidemment assez particulier. Et ce scrutin a été effectué sous haute surveillance internationale. Et c'est justement l'objet de notre réunion de ce soir. Alors cet événement a une répercussion assez importante pour les deux Amériques et dément pardon, aussi l'hypothèse d'un déclin des gauches latino-américaines, de gouvernement et des mouvements sociaux. Si cela reste un peu méconnu, en tout cas dans les détails, pour une part non négligeable de l'opinion en Europe, on pense, en tout cas dans les organisateurs de cet événement, qu'on peut en tirer des enseignements. On a beaucoup de choses à apprendre, y compris aussi pour être solidaire. Alors, pour en parler, j'accueille Maxime Ramirez, qui était membre de la délégation internationale d'observation envoyée lors de ces élections par le Parti de la gauche européenne. Et salut Maxime. Bonjour, bonsoir François, et bonsoir à tous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais peut-être refaire un petit panorama pour resituer la Bolivie, expliquer un peu quelques points qui sont importants pour comprendre tous les enjeux politiques dont on va traiter ce soir. Alors, la Bolivie, c'est ce pays d'Amérique latine qui est enclavé dans les terres entre le Brésil, l'Argentine, le Paraguay, le Pérou et le Chili. C'est un pays qui a une population relativement équivalente à celle de la Belgique, un peu plus de 11 millions d'habitants, mais qui est 36 fois plus grand que la Belgique, pour donner une idée de comparaison. Alors, c'est un des pays les plus pauvres de la région pendant très longtemps et qui était extrêmement dépendant de l'étranger pour sa production industrielle. Et pourtant, c'est un pays qui est loin d'être pauvre. On va en parler tout à l'heure, notamment en ressources naturelles. On parle de gaz naturel, de pétrole, de lithium. Et c'est vraiment une des ressources clés du XXIe siècle, dans ce cas-ci. Alors, en 2005, j'ai oublié de préciser aussi que la population est assez stratifiée. Donc, il y a une majorité de la population qui est d'origine amérindienne et issue de différents groupes ethnolinguistiques. Environ 30% de population appelée métisse et 15% d'Européens qui sont et c'est pas innocent de dire ça parce que ces divisions ethniques, ethno-linguistiques ont un fort impact politique et se ressentent fort aussi dans les inégalités sociales qui traversent le pays. Alors, on va faire un peu les rétroactes avant de rentrer dans ce qui s'est passé à partir de 2019. En 2005, Evo Morales arrive à la tête du pays avec à ses côtés Álvaro García Linera comme vice-président, et derrière lui, un mouvement social et politique, le MAS, qui a, d'une certaine façon, représenté l'alliance entre la classe ouvrière et urbaine traditionnelle, la gauche traditionnelle, la gauche marxiste, qui est d'ailleurs bien représentée par Linera, et les mouvements indigènes, qui était d'ailleurs bien représenté par Evo Morales. Et Linera lui-même, qui est un sociologue, parlait en se référant à l'intellectuel communiste italien Gramsci,
de bloc national populaire qui avait réussi à conquérir le pouvoir, justement au travers de cette alliance dynamique, et donc toujours en évolution entre les mouvements indigènes et la gauche marxiste traditionnelle, marxisante. Justement, depuis 2005, il y a une série de réformes importantes qui ont été poussées par Evo Morales et les gouvernements successifs pour faire avancer les droits démocratiques des populations indiennes, pour la mise sous contrôle public des ressources naturelles, une série de programmes sociaux qui ont fait progresser notamment les taux d'alphabétisation, qui ont fait reculer la pauvreté. Et donc, on assiste depuis 2005 à un processus complexe, rempli de contradictions, à la fois au sein du bloc national populaire tel qu'évoqué en début, et des contradictions qui là sont d'un autre type, qui sont des contradictions antagonistes qui émanent des forces conservatrices qui n'acceptent pas les changements progressistes qui ont été amenés à la suite de la victoire d'Evo Morales en 2005. Alors, Maxime, toi tu étais membre de la délégation pour les élections récentes, mais est-ce que tu peux nous reparler des événements de 2019 et ce qui a amené au coup d'État qui a perturbé la région? Oui, bien sûr. Alors, en 2019, donc en octobre 2019, devait avoir lieu des élections et elles vont se tenir. Donc, c'est des élections présidentielles. Je pense que ce sont certainement aussi des élections générales aussi, ou en tout cas renouvelant certainement une partie au moins des assemblées parlementaires. Mais donc, c'est surtout une élection présidentielle, celle d'octobre 2019. Et donc, il faut savoir que lors d'élections en Amérique latine des années 2000 à 2020, mais certes, peut-être aussi avant, mais c'est quand même dans les années, c'est à partir de 1999 et des années 2000 que le continent connaît un cycle de gouvernement de gauche, hein, le cycle de la vague rose-rouge, hein, rose pour des sociodémocrates de gauche et rouge pour des partis parfois plus inscrits dans une tradition révolutionnaire. Et donc, dans l'ensemble d'Amérique latine, quand cette gauche arrive au pouvoir par des élections, alors ça dépend un peu, mais souvent au moins un minimum un secteur de la droite et souvent de l'extrême droite, voire parfois toute la droite, dit que les élections ne sont pas transparentes, donc en fait est dans une position de ne pas reconnaître le résultat électoral. Et c'est ce qui va se passer en octobre 2019 en Bolivie. C'est-à-dire que les résultats préliminaires, d'abord, donnent quelques points d'avance à Evo Morales, hein, le donne gagnant de quelques points. Et donc, si l'écart n'est pas suffisamment grand entre le premier arrivé en tête des élections et la seconde liste, le second candidat ou la seconde candidate, si elle le suit de près, alors doit être organisé un second tour. Et donc, le temps de dépouillement, les premiers résultats donnent d'abord un écart assez serré, mais Evo Morales devant. Et les jours passent et en fait arrivent les urnes avec les boîtes avec les votes des populations plus lointaines, paysannes, dans l'arrière-pays, dans les régions plus reculées, qui sont généralement favorables plutôt à Evo Morales. Et donc, l'écart se creuse en faveur d'Evo Morales et 10% d'écart sont obtenus pour Evo Morales. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de second tour à organiser, que s'il y a 10% d'écart, ça veut dire que le candidat a gagné dès le premier tour. Voilà, donc, et donc la droite bolivienne, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va dire, en fait, il y a quelques jours, on était à 2 points d'écart, et maintenant on en est à 10, c'est certainement une fraude électorale. Et là va commencer un véritable mensonge. C'est que alors il y aura des problèmes techniques à un moment dans le comptage. Bref, les secteurs de la droite qui vont de l'extrême droite au centre droite vont se mobiliser, vont manifester dans la rue pour dénoncer une fraude, qu'on leur vole leur moment de démocratie, que normalement c'est la droite qui a gagné ou qu'il faut d'office un second tour. Et là, ce qui va se passer, c'est que le haut commandement de la police, le haut commandement de l'armée et des secteurs donc de la droite vont
tout simplement faire un coup d'État. Voilà. Ils vont être appuyés énormément par l'Organisation des États américains. Donc, l'Organisation des États américains, c'est une association donc pas des États américains, mais c'est une organisation basée à Washington et dont le secrétaire général, Luis Almagro, qui est un Uruguayen propulsé, c'est typiquement dans la classe politique latino-américaine, c'est un peu un traître parce qu'il a été propulsé par la gauche uruguayenne, mais il va décider en tant que secrétaire général de l'OEA de porter les politiques de Washington, de défendre les intérêts de Washington et des droites latino-américaines. Et donc, il va sortir un rapport disant qu'il y a une fraude et ça va évidemment donner des ailes aux instigateurs du coup d'État. Voilà ce qui s'est passé en octobre 2019 et donc c'est le gouvernement de Janine Áñez qui prend le pouvoir, appuyé, elle est entourée alors de militaires, il y a pas mal d'images, on la voit porter une Bible parce qu'elle est soutenue par une droite, une extrême droite évangéliste aussi. Voilà, ils vont prendre le pouvoir. Il y aura des massacres, il y aura de la répression. C'est des gens de la gauche qui beaucoup vont mourir. Et il y aura une répression comme ça pendant un an. Et cette droite arrive au pouvoir en assumant d'être un gouvernement dit de transition et donc devant organiser de nouvelles élections puisque celle-ci a été, soi-disant, fraudée par la gauche. Et donc, ils vont dire, bah voilà, on est là que pour 90 jours. Et au final, ils vont rester quasi un an au pouvoir. Il y aura 3 reports des nouvelles élections organisées. Et donc, il y aura des massacres, il y aura de la répression de type Ku Klux Klan. C'est Patricia Arce, qui est une maire de Bolivie, par exemple, qui va être tondue sur la place publique par des groupes officieux ou officiels de l'extrême droite, de la droite, des groupes paramilitaires. Voilà. Il y aura beaucoup de pression, évidemment, d'un point de vue international, de 2 pays latino-américains importants, qui sont le Mexique et l'Argentine, qui sont dirigés par le centre-gauche et qui mènent peut-être parfois certaines politiques centristes ou parfois ont des contradictions sur leur politique internationale, mais ont en horreur l'extrême droite putschiste, l'extrême droite raciste, et donc vont mettre une pression énorme pour appuyer le retour d'élections libres et transparentes et le retour de facto, le retour de la gauche au pouvoir en Bolivie. Ok. Si tu me permets juste un instant, Maxime, parce que il y a une série de points que tu as évoqués et on va avoir le temps de revenir dessus. Je voulais juste peut-être rappeler à ceux qui nous regardent, à celles et ceux qui nous regardent via le Facebook Live, qui peuvent nous poser des questions via le chat et qu'on fera tout ce qui est en notre capacité pour les intégrer dans le débat. Donc n'hésitez pas à nous les faire parvenir. Mais voilà, tu évoques une série d'interventions de l'étranger et une série voilà, le déroulé chronologique des événements, mais au-delà des faits, il y a des raisons peut-être profondes qui se cachent derrière ce coup d'État. Je suppose que la droite n'a pas pris des risques parce que bon, quand elle a lancé son putsch, elle n'était pas certaine de l'emporter définitivement. Et donc, elle devait à la fois manifestement avoir des soutiens à l'étranger, mais aussi avoir des raisons juste autres que politiques, et donc aussi une série de questions économiques qui étaient sous-jacentes. Tout à fait. Je vais y venir. Mais donc, l'argument de la droite est de dire voilà, qu'il y a une fraude, que Evo Morales est un tyran, un apprenti tyran. Il y a beaucoup de... On pourrait revenir sur l'accusation de tyrannie, de s'accrocher au pouvoir. On pourra revenir dessus peut-être plus tard dans la discussion. Mais les raisons derrière le coup d'État, c'est que le gouvernement d'Evo Morales avait commencé un grand projet de souveraineté industrielle. C'est comme la Bolivie est riche en lithium et que c'est une ressource minérale
très importante, une minière très importante pour des batteries, pour les voitures électriques par exemple, mais pourquoi pas aussi pour des bus électriques. Enfin bref, c'est une ressource stratégique et le gouvernement d'Evo Morales avait mis en place le lancement d'une grande industrie qui soit publique, qui soit nationale, publique, et d'industrialisation, pas seulement d'extraction, mais aussi d'industrialisation avec tous les processus que ça comprend, en cherchant des partenaires à l'étranger qui seraient d'accord de former le personnel bolivien. Il y a donc, allez, il y a donc un enjeu qui est celui pour les ressources naturelles, pour les ressources économiques du Venezuela, de Bolivie, pardon, le lapsus, mais c'est souvent, allez, l'enjeu pour les grands capitalistes, particulièrement les grandes entreprises états-uniennes d'abord, souvent aussi les grandes entreprises espagnoles quand on parle d'Amérique latine, mais ça peut être aussi voilà, de grandes entreprises occidentales, et puis ça peut être les grands propriétaires terriens nationaux, par exemple. Voilà, donc derrière le coup d'État, il y a la volonté de mettre un arrêt à un processus de souveraineté industrielle, un processus de souveraineté aussi technologique, économique, universitaire. Voilà. D'ailleurs, le gouvernement mettra un coup d'arrêt à ce projet-là, le gouvernement de Janine Agnès, cette espèce de tyrannie, allez, qui a eu des épisodes sanglants, qui a été l'organisatrice d'épisodes sanglants de répression sanguinaire, de manière localisée et de manière aussi générale, en induisant la peur, en étant en contact avec les groupes paramilitaires pour faire peur. Mais donc oui, derrière ça, il y a la bataille pour les ressources stratégiques qu'il y a dans le sol bolivien, notamment. Pardon, voilà. C'est ira mieux si je mets mon micro, pardon. Mais justement, tu as évoqué le rôle des multinationales. Tu as évoqué tout à l'heure l'OEA. On peut peut-être aussi parler de l'attitude générale de l'Union européenne de manière plus détaillée, parce que les institutions européennes, et notamment ce qui s'était passé, enfin les troubles qui se produisaient au Venezuela, et avaient l'air de vouloir intervenir un peu dans les affaires intérieures des pays d'Amérique latine. Et j'ai l'impression, en tout cas, que en ce qui concerne la Bolivie, le coup d'État a été assez peu contesté, surtout. Mais tout à fait, François. Il y a donc aussi, et c'est d'un premier plan, c'est d'une première importance, le rôle de puissance étrangère, de puissance capitaliste étrangère, que ce soit les grandes multinationales comme les appareils d'État des États-Unis, du département d'État, de ces sbires, que c'est l'Organisation des États américains, mais aussi de l'Union européenne, bien sûr. L'Union européenne, elle a été complice parce qu'au moment où la droite sort dans la rue avec militaires et policiers pour dire il y a une fraude, que dit l'Union européenne? Elle ne dit rien. Elle s'aligne sur le silence de Washington. L'administration Trump va avoir un silence pendant un court moment, le temps que la transition se fasse. L'Union européenne sera dans la même attitude au moment d'octobre 2019. Il faut savoir que voilà qu'il y a des grandes entreprises européennes, je pense à l'empire de Monsieur Bolloré, un grand empire français financier industriel, qui aurait été bien intéressé par juste venir sortir les matières premières sans aucun souci pour que ce soit les normes sociales ou environnementales pour ce secteur extractiviste, ou sans aucun souci tant qu'à la nécessaire formation du personnel sur place. Et donc, par exemple, Bolloré n'avait pas été retenu pour le projet d'industrialisation comme partenaire d'industrialisation du lithium, par exemple. Donc, l'Union européenne, en octobre 2019, se positionne en vassal des États-Unis, en étant, voilà, elle le fait beaucoup sur un autre pays qu'est le Venezuela, par exemple.
la France a dû avoir une attitude un peu différente vis-à-vis de l'Argentine ces derniers temps. Ces derniers temps, la France a dû, voilà, c'est l'Argentine aussi, donc c'est une grosse puissance économique qu'on ne peut pas éviter comme ça parce que les gens à la tête ne nous plaisent pas. Mais donc, oui, voilà. Mais vis-à-vis de la Bolivie et du Venezuela, et la Bolivie en octobre 2019, ce fut vraiment très agressif. La chose un peu positive, c'est que l'Union européenne, les mois d'après, et jusqu'à un an après, a décidé d'envoyer quand même une mission d'observation internationale aux dernières élections. Mais même cette mission-là doit être critiquée parce que l'Union européenne a dit qu'elle a envoyé une mission renforcée d'observation pour les élections d'octobre 2020 en Bolivie, qui ont vu la victoire de la gauche maintenant. Pour une mission dite renforcée, elle a envoyé 7 observateurs, 7 ou 8, pas plus, alors que dans d'autres pays d'Afrique ou d'Amérique latine ou d'Asie, je pense que l'Union européenne est capable d'en déployer plusieurs centaines. Elle peut le faire, elle le fait. Elle ne l'a pas fait pour cette élection de 2020, qui était pourtant co-organisée par l'armée. Donc, il y avait un signal comme inquiétant d'un pouvoir policier d'extrême droite, de droite dure, de droite raciste, de droite religieuse et militaire, qui organise un scrutin électoral. Je ne sais pas si les valeurs de l'Union européenne sont la démocratie, alors c'est normal d'envoyer une mission renforcée, mais réellement renforcée. Là, c'est un mot cache-sexe, d'une certaine manière. Donc voilà, oui, l'Union européenne a joué un rôle et elle a été un peu obligée de changer un petit peu de fusil d'épaule pour les élections de 2020. Et c'est tant mieux, mais voilà, l'honneur de l'Union européenne doit être et c'est l'honneur des diplomaties des États membres aussi qui doit être absolument restauré en acceptant la démocratie en Amérique latine, et même quand les résultats qui sont donnés ne nous plaisent pas, ou en tout cas ne plaisent pas à la droite et à nos entreprises. Voilà. Ok. Et justement, on va peut-être un peu comment changer de focal maintenant, et après avoir évoqué la question de la diplomatie, de la question internationale, des réactions internationales, pardon. Quelles ont été les conséquences directes pour le peuple bolivien, enfin les peuples de Bolivie Oui. Alors, la conséquence du coup d'État, en plus de massacres, de répression, donc de massacres, on va dire, localisés à certains moments, particulièrement durant la transition, des méthodes, voilà, des méthodes dignes du Ku Klux Klan, et durant un an, c'est donc la mise du pays sous coupe réglée, quoi, sous contrôle de l'armée, de la police, avec des menaces vis-à-vis des journalistes qui craignaient pour leur vie. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, les journalistes ou les dirigeants des mouvements sociaux, les dirigeants politiques de la gauche sont encore menacés. On parle quand même, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui d'un pays, la Bolivie, l'État plurinational de Bolivie, comme d'un État dont le président nouvellement investi, la veille de son investiture, il y a quelques jours, a été menacé d'un attentat à la dynamite au siège de son parti. Juste après les élections qui ont vu la gauche triompher, un dirigeant syndical, M. Guterres, dirigeant syndical des mineurs, a été attaqué par des groupes d'extrême droite, blessé. Il est mort de ses blessures dans l'hôpital. À la suite de ses blessures, il est mort à l'hôpital. Donc, ça, c'est une conséquence pour le peuple, hein, de la suppression de la démocratie, une espèce de tyrannie vraiment par moments très agressive, violente et meurtrière. Et ça a été une deuxième chose, ça a été aussi le racisme vis-à-vis des Amérindiens, hein, des indigènes, los indios, comme on dit en Bolivie, le peuple, voilà, c'est un État plurinational, ça c'est un acquis constitutionnel de la gauche, mais c'est pas pour rien, c'est parce qu'en effet, il y a beaucoup de gens qui parlent pas forcément espagnol, qui sont, voilà, c'est le pays sans doute d'Amérique latine qui est le plus le plus encore marqué par son histoire, par l'histoire des décennies, des siècles passés. Et donc, il y a encore beaucoup de Premières Nations en Bolivie.
Et donc, la conséquence, et durant un an, ça a été du racisme vis-à-vis de ces Premières Nations, de ces premiers peuples. Et enfin, il y a eu une gestion économique néolibérale, il y a eu la privatisation d'entreprises, donc l'arrêt de la souveraineté industrielle, comme j'en parlais, hein, des grands projets qui était celui d'Evo Morales, qui mettait en danger les intérêts de Tesla. Hein, c'est Elon Musk qui dit sur Twitter, eh bien, on fera tous les coups d'État qu'on veut. Voilà. Donc ça a été des privatisations, ça a été la baisse des salaires et ça a été une gestion catastrophique de la pandémie. Aujourd'hui, alors j'ai les chiffres ici sous les yeux, hein, ça dépend un petit peu des classements qu'on trouve, mais la Bolivie sur le ratio de morts par million d'habitants, elle nous côtoie, elle côtoie la Belgique qui n'a pas un score très très bon, mais donc c'est le deuxième ou troisième pays le plus touché dans son ratio de morts par million d'habitants. Donc, hein, ça dépend un peu de classement qu'on trouve, mais je le trouve assez facilement. Et c'est donc soit le deuxième pays, soit le troisième. Le ratio de morts par 100 000 habitants, c'est c'est le 13e pays ou le 14e, donc la Bolivie dans le top 15 pour le ratio de morts par 100 000 habitants. Et donc voilà, aujourd'hui, c'est un pays excessivement touché par la pandémie. C'est le fait du gouvernement d'Agnès. Voilà. Il faut savoir que durant la pandémie, le gouvernement putschiste a commandé à une entreprise véreuse espagnole des respirateurs qui ne sont jamais arrivés, mais il y a eu corruption. C'est-à-dire que l'entreprise en question elle a encaissé l'argent et les respirateurs, la Bolivie ne les a jamais vus. Donc voilà, ça c'est la conséquence directe pendant un an de la gestion de la droite et d'extrême droite et d'une série d'autres autoritaires sortis du corps policier, du corps militaire ou du corps d'une extrême droite latino-américaine peu reluisante. Donc voilà, ça c'est les conséquences très directes. Et il y a aussi une chose que j'aimerais dire, que je pense qu'il est important de dire, c'est que nos amis, entre personnes, entre camarades progressistes, entre ici militants de gauche, je parle comme ça de l'équipe gouvernementale et des mouvements sociaux qui l'appuient, je parle de nos amis en Bolivie. Aujourd'hui, ils héritent d'une situation horrible. Je n'aimerais pas arriver au pouvoir dans ces conditions. Alors, je ne sais pas s'il y a des bonnes conditions pour arriver au pouvoir, mais quand même, il y en a qui sont meilleures que d'autres. Les conditions dans lesquelles arrivent nos amis au pouvoir en Bolivie sont exécrables du fait d'un point de vue économique comme du point de vue sanitaire, du fait du gouvernement d'Agnès. Ok, merci Max. Mais justement, on va continuer un peu dans la rétrospective et on a parlé des soutiens aux putschistes, des soutiens étrangers extérieurs aux putschistes. Est-ce que Evo Morales, qui a dû fuir le pays et les mouvements sociaux ont pu compter sur la solidarité internationale, que ce soit en Amérique latine, en Europe ou ailleurs dans le monde? Oui. Alors, j'ai eu la chance de me rendre au Venezuela au minimum à une reprise. C'était, me semble-t-il, début décembre 2019. Je me retrouvais à un congrès de la gauche vénézuélienne et latino-américaine. Et c'était incroyable à quel point c'était limpide. C'était indiscutable le fait d'être solidaire. Voilà, du MAS, d'Evo Morales et de tous les camarades, parce qu'on parle beaucoup d'Evo Morales, mais il n'y a pas que Evo Morales, hein. Tu as parlé de l'INERA, qui était son vice-président, et voilà, j'ai parlé de Patricia Ars, qui était une mère massiste. Voilà, en Amérique latine, il y a des mouvements sociaux, des mouvements politiques, syndicaux, des gouvernements, tous appartiennent donc, ceux qui appartiennent à la gauche ou à la nouvelle gauche, hein, on parle évidemment d'une gauche qui est bien à gauche pour parler en termes peut-être plus francophones. Voilà, donc là, il y a eu une solidarité. Le Mexique a exfiltré Evo Morales lui-même. L'Argentine a accueilli leur asile politique. De la gauche européenne, c'était assez scandaleux.
y a eu un silence énorme. Je n'ai pas vu de communiqué du PS, par exemple, du PS belge, du Parti socialiste. Peut-être qu'il y a eu des déclarations de personnes, mais le Parti socialiste belge, je ne sais pas s'il a eu un jour une position sur les événements d'octobre 2019. Alors, Écolo n'a pas eu non plus de communiqué officiel de tout Écolo, mais deux députés, donc on peut retrouver la carte blanche de deux députés fédéraux d'Écolo sur le site d'Écolo. Donc, est-ce que c'est que la carte blanche de deux députés ou est-ce que c'est la position d'Écolo? Je ne sais pas très bien. Mais ça a mis, voilà, Écolo a mis 15 jours à condamner le coup d'État. Et quand Écolo sort la position de condamnation du coup d'État, c'est par un article très très long qui, moi, m'a fait penser à la position des partis ou des groupuscules habituels de l'extrême gauche, c'est-à-dire qui ont toujours besoin de c'est pas même pas prendre des gants, c'est en tout cas bien dire qu'ils ne se retrouvent pas dans la même famille, dans le même panier que cette gauche-là. Le communiqué des deux députés fédéraux, même s'il a le mérite de condamner le coup d'État, pour tout le reste des précautions qu'il prend, ils expliquent que Evo Morales a un problème avec la gouvernance démocratique, ils expliquent que Evo Morales a un problème avec certains mouvements indigènes et avec l'écologie, ce qui est un abus total et une espèce d'extrapolation de débats qui sont beaucoup plus complexes que juste dire Evo Morales a un problème avec la gouvernance démocratique, ce qui sous-entend qu'il a un problème avec la démocratie, qu'il est un apprenti tyran. Et ça c'est complètement faux. On peut discuter de plein de choses. On peut discuter de la difficulté pour tout le monde, que ce soit pour la gauche européenne comme pour la gauche latino-américaine. On peut discuter de la difficulté de renouveler les cadres et les dirigeants. Mais à un moment, il y a des voix au sein du MAS, au sein du mouvement d'Evo Morales, qui contestaient le choix de représenter Evo Morales en octobre 2019. Mais ces voix-là, malgré tout, ont été minoritaires. Ce sont quand même énormément les mouvements sociaux qui composent le MAS. C'est un parti qui fédère des syndicats, des mouvements sociaux, des fédérations de coopératives, recouvrant des réalités qui sont différentes des nôtres. C'est cette base-là et ces cadres-là qui ont décidé de manière souveraine de représenter Evo Morales. Alors, il y a toujours à gauche, ce côté en Europe, on est gêné parce que Evo Morales, au départ, pour la Constitution, selon les règles de la Constitution, ne pouvait pas se présenter à nouveau parce que les mandats sont limités. Et donc, la gauche au pouvoir, elle a proposé de modifier la Constitution et donc par la voie référendaire. Elle va perdre le référendum, alors ce sera un peu long à expliquer, mais elle va faire face durant le référendum à une droite qui va se déchaîner et qui va être tout à fait unie, mais se déchaîner. Et une fois le référendum perdu, il y a des députés qui vont aller devant le tribunal suprême constitutionnel pour contester, c'est le tribunal suprême plurinational, le terme exact, pour contester en avançant des arguments que la campagne de la droite a été diffamatoire et donc irrégulière et donc devrait être illégale. Le tribunal suprême plurinational va donner raison à la gauche et il va dire en effet que ça contrevient aussi à une convention américaine des droits humains qui est supérieure, ce traité international serait supérieur à la constitution bolivienne et donc Evo Morales a le droit de se représenter. Mais pourquoi je parle de tout ça? Je parle de tout ça pour dire qu'ici, on justifie beaucoup de soutien à des coups d'État ou des silences sur des coups d'État ou des attaques venant même parfois de la gauche, de l'extrême gauche ou de cette gauche gestionnaire, comme je l'ai cité, sur base d'un seul argument qui revient souvent, c'est celle de l'état de droit. On veut, la gauche souvent ici soutient une marche vers la guerre contre la Chine, la Russie, et souvent hostile à la gauche latino-américaine, sur base en disant oui, c'est des pays qui sont autoritaires, ils ne respectent pas l'état de droit, la démocratie. Sauf que là, pour le coup, la candidature, du point de vue de l'état de droit national
bolivien. La candidature d'Evo Morales en octobre 2019 était correcte. Et donc, moi, je ne pense pas qu'on doit aller tellement sur ce terrain-là. La question de l'état de droit est très intéressante pour la gauche, mais c'est pas, en dernière analyse, c'est pas ça qui doit nous permettre d'analyser la situation. C'est clairement la question des ressources géostratégiques, des ressources naturelles, des acteurs. Et voilà, les événements, les conditions ont fait que le MAS, au prix de massacres et de répression et d'une gestion calamiteuse de la pandémie, au prix de ça, le MAS a donc été suffisamment intelligent. Moi, j'ai une admiration assez dingue pour la stratégie qui a été, c'est elle a été de dire Evo Morales devient notre directeur de campagne, devient président du parti, et propose comme candidat à la présidence Luis Arce, qui est un ministre de l'économie d'Evo Morales. Donc on voit bien que le problème n'était pas une dictature, parce que si le problème était qu'Evo Morales était un dictateur, on n'aurait jamais accepté, je parle de l'Union européenne ou de la gauche européenne, on n'aurait jamais accepté qu'un ministre de l'économie de la dictature se présente. Donc là, Arce, ça pose voilà, moins de problèmes. C'était intéressant. Donc, le ministre de l'économie d'Evo Morales, il est économiste lui-même. Il cite souvent Marx et il est l'architecte d'une politique d'industrialisation du pays, donc voilà, de construction de la souveraineté aussi économique du pays. Et il a un profil plus technocratique et c'est assumé par le MAS, ce qui a pu plaire à une partie de la classe moyenne urbaine et c'est tant mieux. Et le candidat à la vice-présidence, c'est David Choquehuanca, qui lui fait le lien d'alliance avec la base indigène, amérindienne, des Premières Nations. Il est vraiment le candidat des organisations de base du MAS et c'est donc voilà, et c'est donc le ticket gagnant, le ticket qui a réussi, mais le ticket, c'est un ticket à 3, parce que le président du parti, ça reste Evo Morales, le directeur de la campagne électorale, c'était Evo Morales depuis son exil en Argentine. Donc voilà. Et oui, justement, ça nous amène au processus de reconquête du pouvoir, et tu as déjà un peu, un peu dévoilé cet aspect-là. Cela dit, j'aurais quand même un peu envie de nuancer un peu plus fort ton propos, parce que on a cité certains à gauche, en Europe, en tout cas, dans les pays, les pays des centres impérialistes, les pays développés, n'ont pas soutenu, ou alors, comme l'accord de soutien pendu, Evo Morales, donc que ce soit au sein de la gauche social-démocrate, écologiste ou groupuscule d'extrême gauche, mais ça n'a pas. Il y a une série d'autres formations un peu partout en Europe qui sont parfois au gouvernement. Je pense au Parti communiste espagnol qui est au gouvernement au travers d'Unidas Podemos. Voilà, il y a une série de formations. La France Insoumise, je pense, avait le PTB en Belgique avait pris des positions. Tout à fait. Je tiens à souligner l'attitude tout à fait exemplaire d'une partie de la gauche européenne. En effet, que ce soit la France Insoumise, que ce soit le PTB, le mouvement Demain dont je suis membre, Izquierda Unida, bien sûr, avec ses composantes, Podemos, je veux dire. Heureusement, il y a une nouvelle gauche européenne aussi, ou une plus ancienne, mais en tout cas une gauche aussi unie qui arrive à condamner. Tu as bien fait il y a des choses positives, évidemment, heureusement. Voilà. Maintenant, évidemment, allez, on n'est jamais à l'abri parfois de tomber dans des positions qui peuvent être, servir d'une certaine manière le discours de l'atlantisme et de l'intervention, des interventions, quoi. Mais oui, et j'aimerais citer, puisqu'on parle de cette gauche qui a été exemplaire, il y a une série d'anciens responsables du monde diplomatique qui ont aussi, dans ce qui est de l'espace de la gauche intellectuelle, des journalistes, des écrivains qui ont été assez exemplaires aussi là-dessus. C'est Maurice Lemoine, Ignacio Ramones, pour donner deux exemples. Christophe Ventura aussi, qui est spécialiste français de géopolitique et de l'Amérique latine particulièrement, qui lui parle bien aussi du fait que c'est les hauts commandements de la police, de l'armée, donc pas
des forces démocratiques, pas des forces civiles qui ont pris le pouvoir avec les évangélistes et d'autres secteurs de la droite en Bolivie. Donc, oui, tout à fait. Ok, merci. Avant d'arriver, bon, bah, toi, ce qui t'a amené en Bolivie, donc la mission d'observation du Parti de la gauche européenne, est-ce que tu pourrais, enfin, et comme je le disais, hein, tu as déjà effleuré le sujet, évoquer un peu le processus de reconquête du pouvoir et surtout dans une période qui est assez compliquée. Alors, tu évoquais les effets de la pandémie sur les peuples de Bolivie. Euh, Comment la campagne a été menée, comment les mouvements sociaux et la gauche a pu s'organiser pour combattre aussi la violence des putschistes et qui avait aussi un soutien de l'armée, en tout cas de certains secteurs de l'armée Tout à fait, et de tout la à fait. police. Bien sûr, bien sûr. Je pense qu'il faut se rendre compte d'une chose qui évidemment ne s'est pas joué une année, ça s'est joué sur au minimum 20 ans, mais même certainement plus, de construction de mouvements sociaux. Et que, il y a voilà, des fédérations, des syndicats des travailleurs de la mine, les mineurs, il y a les producteurs, alors il y a parmi les producteurs du secteur agricole, par exemple, il y a évidemment les travailleurs, mais il y a aussi les petits et moyens producteurs, par exemple. Alors chacun a ses organisations. C'est ça qui est fou en Bolivie, et ce n'est pas que en Bolivie, mais puisque c'est l'objet du pays, c'est l'objet de notre débat, c'est que le MAS, c'est un parti, c'est un parti coupole. Et en fait, il me fait et alors en historien, on va faire attention évidemment aux comparaisons, mais le MAS me fait penser au POB. C'est-à-dire que le POB n'avait pas beaucoup de sections politiques, les ligues politiques qui formaient le Parti ouvrier belge au début des années. Donc, pour rappel, le Parti ouvrier belge, pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, c'est l'ancêtre du Parti socialiste et du SPA, voilà. qui a porté ce nom jusqu'en 1940, à l'époque de sa dissolution, de sa fondation, et et voilà, Max a très bien défini ce qu'il constituait. Mais ça permet de reposer le cadre pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le Parti ouvrier belge. L'histoire de la social-démocratie belge, c'est ça, c'était un parti qui est composé majoritairement des coopératives et des syndicats, de groupes culturels, et donc le MAS, c'est un peu de ça. Il regroupe aussi les communautés indigènes, les paysans, les producteurs locaux, des fédérations de coopératives. Alors les coopératives, c'est une réalité que je maîtrise pas bien, mais je sais qu'elle est assez différente de ce qu'on entend par coopérative. Nous, ici, en tout cas, la coopérative bolivienne n'est pas la coopérative belge. Voilà, puisqu'ici, il y a ce que les Français appellent les SCOP, les sociétés coopératives ouvrières de production, par exemple. C'est un peu nous ce qu'on entend par coopérative belge à certains moments, en tout cas. En Bolivie, ça ne retrouve pas la même réalité. Parfois, je pense, des coopératives peuvent être, par exemple, des entreprises, des fédérations de petites entreprises minières ou agricoles. Enfin, donc c'est très complexe, mais ça, c'est le MAS, c'est un parti mouvement social. D'ailleurs, le nom complet du MAS, c'est Mouvement vers le socialisme, Movimiento al Socialismo, y Instrumento de la Soberanía de los Pueblos, et je ne sais plus, je recouvre le S dernier, mais donc ça veut dire instrument politique de souveraineté des peuples. Voilà, c'est IPSP. Voilà, instrument politique de souveraineté des peuples. Donc c'est ça le parti. Le MAS, c'est un outil des mouvements sociaux. Et donc pendant un an, ils ont fait campagne en réactivant. En fait, ce qui est terrible, c'est que la droite et l'extrême droite, en jouant tout sur la force, le coup d'État militaire et policier, ont unifié de manière incroyable le MAS, ont donné une vigueur aux bases du MAS qui ne veulent pas du racisme contre los indios, qui ne veut pas d'une gestion néolibérale de la pandémie et qui ne veut pas d'une dictature militaire. Et donc voilà, il y a une campagne très intelligemment menée, mais un aspect de la campagne, c'était aussi de nouer, d'activer bien les contacts que les camarades avaient à l'international, et c'est pour ça que ils ont demandé, voilà, quand ils ont appris la nouvelle que le parti de la gauche européenne
venaient, mais ils avaient demandé aussi, par exemple, que le groupe Unidas Podemos envoie des députés comme observateurs. Et voilà, il y a des liens très forts entre nos familles politiques. Et donc, la surveillance internationale pour les élections, c'était aussi un enjeu et c'est aussi en partie un acquis du MAS et de fait que le pouvoir législatif pendant un an n'était pas aux mains de la droite parce qu'il est resté lors de la transition, durant le coup d'État, le Sénat ou le Parlement, enfin, il y a deux chambres, il y a l'Assemblée législative et le Sénat, et donc l'Assemblée législative a été séquestrée, les députés sont restés pendant 15 jours enfermés dans l'Assemblée législative parce que c'était la majorité de gauche et qui ne voulait pas reconnaître ce qui était en train de se passer, c'est-à-dire la prise de pouvoir d'une droite minoritaire. Et donc, voilà, ce corps législatif acquis au MAS a joué de ses contacts pour faire venir une surveillance aussi internationale. Et la gauche latino-américaine, qui a des instances d'observation, a répondu présente au rendez-vous, comme une partie de la gauche européenne aussi. Voilà. Et donc, j'imagine que ta prochaine question, c'est celle sur. Voilà, je vais tout de suite aller sur ce terrain-là. Et alors là, je ne sers plus à rien si tu commences à me sortir les questions que je vais te poser. Pardon, excuse-moi, mais c'est parce que ça fait partie donc de cette campagne. Non, mais je t'en prie, vas-y, fonce. Voilà, après, le MAS est dans une attitude, voilà, aussi internationaliste de montrer que parce qu'il faut bien se rendre compte d'une chose, que non seulement le MAS est un parti complexe avec des mouvements sociaux forts et puissants, mais c'est qu'au moment où il y a ce coup d'État, cette transition comme appelé par les administrations impériales, il y a une réflexion qui est faite au sommet du MAS, qui est de dire, parmi nos bases, il y a des gens qui sont suffisamment organisés, qui sont armés. Je pense, quand tu as des fédérations de mineurs dans ton parti, tu as des gens qui ont accès à des explosifs. Donc, il y en a qui étaient prêts à aller à la bagarre, à une bagarre à ce qui aurait pu être une guerre civile. Et ça aurait été sanglant. La droite aujourd'hui, et c'est toujours le cas, menace, comme j'ai dit, avec les menaces qu'il y avait encore il y a encore quelques jours et il y aura certainement encore sur le président. Mais la droite n'est pas en situation non plus quand même d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire de provoquer cette guerre civile. Parce que je pense qu'elle n'est pas sûre soit de la gagner, elle pourrait la perdre, ou alors en tout cas elle la gagnerait à un prix qui serait trop lourd à payer. Donc voilà. Et donc ça c'était pour répondre à ta question précédente, celle de comment s'est passée cette année-là la campagne électorale. L'attitude de la gauche a été de dire nous, on veut sortir par le haut de cette situation, on veut sortir par la voie pacifique, par la voie institutionnelle, légale. Et donc, d'une certaine... Allez, si on en reste à une théorie, à une gauche européenne qui se tient qu'à la théorie, alors on pourrait dire « Ah, mais c'est pas des vrais révolutionnaires, il faut prendre les armes et compagnie. » Ouais, d'accord, mais faut d'abord le faire, et puis on verra, quoi. Je veux dire, c'est une responsabilité énorme, quoi, d'appeler des gens à aller se faire tuer. Je veux dire, voilà, ça n'a pas été l'attitude du MAS. L'attitude du MAS, c'était de dire, on n'a pas envie des fusions de sang, de bains de sang. On peut gagner, on peut perdre. Si on perd, ça peut être encore plus terrible. Donc ça a été l'attitude. C'est récupérer la démocratie, sortir de l'avant. D'ailleurs, c'était le slogan de la campagne de Arces. Salimos adelante, on sort par le haut. Et donc, j'en viens, ils obtiennent, grâce aussi à la pression de nos alliés mexicains et argentins, l'organisation d'élections et ils vont tout faire pour qu'elles soient libres et transparentes. Et c'est le rôle d'une mission internationale, s'assurer que c'est le vieux rêve, que normalement nous, la gauche, et du coup là je renvoie, c'est un appel que je fais au PS et écolo parce qu'ils ne parlent jamais des propositions qu'ils font pour renforcer l'ONU. Eh bien, nos amis du MAS en Bolivie ont eu cette attitude-là et nous, on a été aussi dans cette attitude-là. Voilà, nous, on croit dans une communauté internationale garante de la paix. Voilà, évidemment, on sait qu'il y a des limites à l'ONU, on sait qu'il y a des gros défauts, qu'il faudrait faire plein de choses, mais ça a été notre attitude aussi. Et donc, moi, je suis parti en tant que membre de la délégation du parti de la gauche européenne.
dont est membre deux organisations belges qui ont été très exemplaires dans la solidarité. Je pense aux communistes de Wallonie-Bruxelles et au mouvement Demain. Voilà, et donc, ça, c'est les organisations belges qui font partie de la gauche européenne, mais Izquierda Unida, pour l'Espagne, avec le Parti communiste espagnol, font aussi partie du parti de la gauche européenne. Et donc, ensemble, avec aussi la formation de gauche slovène Levica, qui est aussi membre du PGE, bref, on s'est retrouvé à une délégation du PGE comme avec la mission d'observer, donc de manière technique, mais aussi politique, comment allaient se passer ces élections particulières, organisées par un pouvoir particulier, et où l'armée était présente au moment du scrutin. J'ai pas suffisamment de connaissances techniques avec Zoom pour vous partager en même temps mon écran avec les photos où on voit les photos que moi j'ai avec mon téléphone. Voilà, j'ai des photos où on voit les files d'attente dans les collèges, puisque les gens vont voter comme nous. Hein, souvent c'est dans les écoles ici. Et ben en Bolivie c'est pareil, sauf qu'il y avait là la présence de l'armée, ce qui donne une couleur au scrutin différente. Mais malgré tout, le peuple bolivien, malgré cette présence militaire, n'a pas eu peur de voter à plus de 55%, quasi 55% au premier tour pour la gauche. Et donc, nous, on est là pour observer d'un point de vue technique et politique ces élections organisées par le gouvernement d'Agnès. Et nous avons été tout de suite à notre arrivée, alors que nous étions bien sages, c'est-à-dire que nous restions dans les aéroports, puis dans la voiture qui nous amenait de l'aéroport à l'hôtel. À l'hôtel, on restait bien cloîtrés dans les salles de réunion, puisque ça aussi, de notre travail. Le travail politique, c'est, on est militant, bien sûr, on le sait, c'est beaucoup de réunions dans des lieux tout à fait cloîtrés où on est tout à fait calme. Et on apprend à travers les médias, à travers les réseaux sociaux, que le gouvernement bolivien est une des figures majeures de ce gouvernement de droite et d'extrême droite, le gouvernement putschiste. Le ministre de l'Intérieur, donc le chef de la police qui a mis au pouvoir ce gouvernement, Arturo Murillo, qui est donc le ministre de l'Intérieur, et son subordonné, chef de l'administration du contrôle des frontières, Marcel Rivas, ces deux hommes nous menacent. Alors ça se précise, hein, le premier tweet est un peu flou, il dit Arturo Murillo fait un tweet et dit les élections de ce week-end seront une grande fête démocratique, plus on est, mieux ce sera, plus il y a d'observateurs, mieux ce sera. Mais si parmi les observateurs, il y a des gens qui ne sont pas là pour observer, mais pour générer des violences ou déstabiliser le pays, ils auront deux chemins, la prison ou l'avion. Donc, ça, c'est un premier tweet. Et puis, il y a un second de Marcel Rivas qui retweet lui-même son ministre de l'Intérieur. Il dit « Nous savons que parmi les observateurs européens, il y a des déstabilisés. Et je pense que son tweet exact, c'est de dire « Je ne comprends pas, le tribunal suprême électoral invite de supposés observateurs, mais ce sont des déstabilisateurs de gauche européens. » Et puis après, le troisième tweet, c'est nous savons qu'il y a des agents bolivariens dans les observateurs européens. Nous savons qu'il y a des agents du régime criminel de Maduro. Ça, c'est une banalité hein, pour la droite, l'extrême droite latino-américaine, espagnole et aujourd'hui états-unienne aussi. Hein, et ça a été aussi le système médiatique français. Et même Charles Michel a dit ça au Parlement pour attaquer le PTB. C'est une banalité. Hein, c'est dire Venezuela. Hein, voilà, vous êtes des agents. Avant, on disait des syndicats qu'ils étaient d'un délégué syndical de la FGTB. Il y a quelques décennies de ça, on les traitait des agents de Moscou. Ben voilà, là, on était des agents de Caracas. Alors, donc, c'est toute la délégation du PGE qui est accusée de ça. Nous étions accompagnés d'une autre délégation, celle des députés de Podemos, Lucia Muñoz d'Alda et Ricardo Pizzarello, deux élus de Unidas Podemos, qui a formé leur propre délégation, mais on travaillait bien sûr ensemble. Et il y avait aussi une journaliste de l'Humanité et représentante du Parti communiste français, Rosa Moussaoui, qui était là avec nous pour observer. Bref, nous trois, enfin, ces trois groupes de délégations est traité d'être là pour générer des violences. Et alors, ça va se préciser, parce que en fait, une chose très très grave qu'il faut savoir, c'est que non seulement il y a ces tweets, mais à un moment arrive, donc les heures passent et arrive sur Twitter, sur un compte très suivi d'un journaliste d'extrême droite espagnol vivant en Bolivie, il publie, cet homme-là, ce jeune homme,
il publie les 4 photos des 4 Espagnols, donc 2 de chez nous et les 2 députés de Unidas Podemos, les photos de leur visage, mais ce ne sont pas n'importe laquelle, il n'a pas été cherché sur Google, ce sont les photos du contrôle biométrique des aéroports. Et donc là, est trahi par eux-mêmes, quoi. C'est-à-dire le haut niveau de connexion entre l'extrême droite espagnole et des néo-franquistes. Hein. On parle vraiment de médias liés à Vox, hein, le parti néo-franquiste. Et donc, il y a un très haut niveau de connexion entre l'administration du gouvernement bolivien et c'est intéressant parce qu'on voit que là, on est sur un espace médiatique, mais aussi un espace politique et international, où la gauche espagnole aujourd'hui est attaquée comme ça, en disant vous êtes des agents de Caracas, de Cuba, de Moscou, de la Chine. Et donc, c'est une déstabilisation de 2 gouvernements, ou en tout cas une attaque du gouvernement de la majorité parlementaire espagnole, d'un côté, et des menaces faites à des observateurs. Il faut savoir que les photos des 4 Espagnols vont circuler dans des groupes WhatsApp, et en Amérique latine, c'est un moyen de communication très important, dans des groupes WhatsApp, des groupes officieux putschistes, et donc ça va, toute cette pression mise contre une mission d'observation internationale, donc c'est vraiment aucune convention internationale n'est respectée, là bien sûr, hein, de la part du gouvernement d'Agnès. Et donc le résultat, c'est que le jour du scrutin, les 4 Espagnols vont être restés confinés parce que, étant les plus connus et ayant les visages qui circulent le plus parmi les groupes putschistes, ils vont rester confinés dans l'hôtel et ne vont pas faire leur mission d'observation des élections. Donc, comme on a considéré que tout le groupe était en danger, c'est pour ça que dans la presse c'est apparu, j'ai communiqué sur le fait qu'en effet, c'est toute la délégation et même l'hôtel qui était visé, hein, donc, dans lequel je résidais aussi, nous étions tous visés. Donc, est apparu dans la presse belge aussi une information comme quoi j'étais menacé. Je n'étais pas le plus menacé, mais j'étais menacé comme tous les groupes d'observateurs européens de gauche et les groupes observateurs de gauche argentins. Un des députés a été agressé par la police à l'aéroport, un député argentin mandaté par le Congrès. Heureusement, il s'en est sorti grâce à l'intervention du président Alberto Fernandez, président de la République d'Argentine. Et donc voilà, donc des attaques, comme disait mon ami, le camarade Girardo Pizzarello, le député de Catalunya en Común, hein, sur les 2 députés, Girardo Pizzarello, espagnol. Il aura cette phrase dans un média qui l'interviewait: si à nous, observateurs internationaux, on met toutes ces menaces et pressions, je n'ose pas être opposant au gouvernement d'Agnès bolivien. Je ne sais pas être à leur place. Je n'aimerais pas être à leur place. Ça doit être. Et nous, on a été pendant tout ce week-end-là en communication avec des journalistes, des dirigeants de mouvements sociaux qui nous disaient qu'ils étaient menacés de mort et que si le jour du scrutin, ça se passait mal, les résultats électoraux, les listes comme cible étaient activées par les groupes officieux d'extrême droite. Et voilà. Ça, c'est pour te dire un peu plus. Mais il y avait donc aussi d'autres acteurs, évidemment, institutionnels, hein, dans les missions d'observation internationale, mais toujours avec des petites équipes, soit du fait de complicité idéologique, j'ai envie de dire, soit du fait des pressions du gouvernement d'Agnès. Ok. Et bon, maintenant, on arrive à la fin de cet entretien, mais tu penses que voilà, ici l'histoire, en tout cas, prend un tournant positif avec la victoire du MAS et même la consolidation de sa présence au sein des organes législatifs. Hein, c'est quoi les perspectives maintenant? Est-ce que Luis Arce va reprendre les politiques d'Evo Morales? Est-ce qu'il va apposer sa patte? Est-ce qu'il va reprendre notamment les projets d'industrialisation du pays qui avaient été justement bloqués par le putsch? Alors, pour répondre à la dernière question, clairement, je pense que ça va être clairement
un choix d'Arce de continuer cette politique d'industrialisation. Maintenant, je pense que d'une certaine manière, Arce dit des choses tout à fait intéressantes, c'est-à-dire que voilà, puisque pour donner un exemple, voilà, Écolo ici en Belgique dit voilà, le gouvernement Morales n'a pas été assez écologiste, machin chose, ben c'est pas pour dire que tout a été sans faute, merveilleux, que l'écologie, que tout a été réussi, même du point de vue écologique du gouvernement d'Evo Morales. Non, c'est pas, c'est en effet, il y a eu sans doute et très certainement. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant, c'est que le MAS lui-même le dit. Arce le dit lui-même. Il dit, on va mettre le paquet sur des énergies propres aussi. On veut le faire. C'est un défi pour nous. Il le dit, voilà, il dit, on va mettre dans l'éolien les énergies propres. Il a donné un interview dans le journal Le Monde après sa victoire. Donc, il y a un défi écologique et un haut niveau de conscience. C'est ça que je veux dire, c'est que en fait, la gauche bolivienne et la gauche latino-américaine a besoin de notre solidarité parce qu'en fait, elle fait d'elle-même des critiques à sa propre action. Hein, je pense que c'est le point de vue de tous les dirigeants du MAS. Donc voilà, donc ils sont très conscients de ça. C'est ce que dit en tout cas Arce, c'est ce que dit aussi l'INERA. Et donc voilà. Après, il faut parfois faire des choix donc entre moderniser le pays et sacraliser des endroits pour mener des politiques écologistes ambitieuses. Donc il y a ces déclarations-là le gouvernement vient à peine de commencer, hein, vient à peine de s'investir, d'être investi en tout cas. Donc on va voir, on espère évidemment, et il y a en tout cas cette conscience-là. Maintenant, la première mesure qui est mise en place, c'est pour venir en aide à la population bolivienne qui vit très durement la crise sanitaire, comme je l'ai dit. Et donc là, va être mis en place, si ce n'est pas déjà fait, un revenu contre la faim d'un certain niveau montant, un montant conséquent, en tout cas permettant aux gens qui ont faim, qui sont très nombreux, tu l'as dit, hein, c'est une population les plus pauvres d'Amérique latine, le peuple bolivien. Donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent dans l'économie informelle. Donc c'est clairement une des premières mesures sociales pour répondre au fait que l'économie mondiale est paralysée et que du coup, ça cause des problèmes. Une autre chose très importante à dire, c'est que j'ai parlé des menaces qu'il y avait sur ce gouvernement élu. Hein, il y a des avertissements qui sont donnés. Quand, avant de te faire investir président de l'État, on te menace d'attentat à dynamite, tu peux mourir dans un attentat pareil. Il y a un avertissement qui est envoyé par les classes dirigeantes, les classes possédantes, par l'impérialisme étranger, par ces services secrets, par tous ces groupes officieux qui existent en ce moment, les groupes paramilitaires qui existent partout en Amérique latine, particulièrement en Bolivie, au Venezuela et dans d'autres pays. Hein, ils existent aussi au Brésil pour protéger les grandes propriétés des grands propriétaires terriens. Hein, ils harcèlent, ils tuent. Donc il y a un avertissement. Donc d'une certaine manière, le gouvernement Arce marche sur des œufs. Mais il a quand même fait quelque chose d'incroyable. Un jour après son investiture, ou quelques jours après, il a limogé tout le haut commandement militaire. Mais donc ça veut dire que c'est énorme et en même temps qu'il reste du chemin à faire, évidemment, puisque si c'est que le haut commandement militaire, mais c'est tout le haut commandement militaire. Donc ça, c'est une très bonne chose. Voilà, limoger les putschistes, on n'en veut pas, il a fait un discours appelant à la confiance, que les forces armées doivent être des forces dans lesquelles le peuple peut avoir confiance, et les forces armées doivent avoir confiance dans l'institutionnalité des gouvernements, dans la Constitution. Donc, c'est quand même énorme ce que vient de faire Arce, tout en étant évidemment, bien sûr, d'une certaine manière aussi limité, parce que tous les cadres intermédiaires, il faudra aussi les changer. C'est un défi énorme. Au Venezuela, Hugo Chavez a essayé de changer la police. Est-ce que c'est pour un mieux? C'est difficile. Et après, comme c'est pas forcément réussi, les gouvernements vénézuéliens ont développé d'autres types de police à côté, que ce soit des forces spéciales ou des milices populaires. Voilà. J'imagine qu'ils vont. Enfin voilà, il va falloir. C'est marcher sur des œufs, hein, parce que quand tu
tu veux changer des cadres intermédiaires, les sous-officiers de ton armée, faut pas qu'ils te renversent en même temps. Hein. Donc voilà, donc ça c'est les perspectives. Il y a aussi un changement énorme qui est que sur la scène internationale, la Bolivie se repositionne. Le gouvernement Arce a dit qu'il allait prendre contact, renouer des bonnes relations avec le Venezuela, avec Cuba, avec la Russie, avec la Chine, des pays qui sont vus tout à fait d'une autre manière qu'on les voit nous ici en Europe, et parfois même ici la gauche européenne a tendance à croire ou en tout cas à ne pas être suffisamment nuancée vis-à-vis de la Russie ou de la Chine, et donc on a parfois une gauche qui rajoute de l'eau au moulin de la guerre contre ces deux pays. Non, l'Amérique latine, et donc c'est le cas aussi de la Bolivie, voit la Chine beaucoup plus dans une relation d'interdépendance, en tout cas une relation d'interdépendance, c'est ce qu'ils veulent construire comme relation avec la Chine par exemple. Mais donc voilà, donc ça veut dire que le bloc progressiste est renforcé, ça veut dire que d'un point que l'intégration régionale, parce que les droites régionales latino-américaines, hein, ces droites-là ne sont pas très intéressées par leur indépendance, elles veulent toujours se mettre comme étant dans un rapport de soumission aux États-Unis, tandis que là, maintenant, avec la Bolivie qui rentre dans le jeu des gouvernements de gauche, ça va donner un bon coup de pouce à l'intégration régionale latino-américaine. Ça, c'est super. Voilà. Je pourrais continuer longtemps, mais il y a des signaux qui sont envoyés. Hein, Arce écrive au peuple palestinien, par exemple, ou comme des contacts avec l'Iran. C'est une preuve d'indépendance, c'est une preuve de vouloir discuter avec tout le monde et pas forcément rompre toute relation et dialogue avec les États-Unis. Mais pour l'instant, les États-Unis ne savent pas qui les dirige. Je pense qu'ils attendent d'avoir des interlocuteurs. Mais donc voilà, donc d'un point de vue national comme international, ça augure de bonnes choses. Surtout que, et ça c'est un mot que je me tirerai à dire, c'est que la victoire du MAS est hyper importante, mais c'est démonstratif de ce qui se passe au niveau du continent. C'est-à-dire qu'on pensait que le processus commençait en 1999 avec les gouvernements des gauches, et se terminait après 10 ou 15 ans, et que c'était le retour des droites, et voilà, basta. Et non, la Bolivie montre que c'est pas le cas, que c'est beaucoup plus ouvert en fait, que l'histoire est beaucoup plus ouverte que ça, et n'agit pas de manière mécanique. Mais aussi, je dirais que ce qui se passe quelques jours après la victoire du MAS en Bolivie, c'est-à-dire le référendum gagné au Chili, les manifestations énormes au Pérou, la possibilité que la gauche gagne les prochaines élections en Équateur, le fait qu'aux élections locales au Brésil, la gauche ait repris des couleurs dans une série d'endroits. Voilà, ça, ce sont des perspectives encourageantes et qui doivent nous donner espoir et nous inspirer. Je pense que l'Amérique latine a beaucoup de choses à nous apprendre, que ce soit la nécessité de la relation du dialogue qu'il y a entre les mouvements sociaux de base et l'importance d'un relais politique pour ces mouvements sociaux, et la leçon aussi, et le MAS le dit lui-même en fait, hein, c'est que être au pouvoir et envoyer des travailleurs au Parlement, des femmes au Parlement, des jeunes au Parlement, c'est pas tout, évidemment. Il ne faut pas que le mouvement social ne se repose que sur l'action gouvernementale. Il faut construire la confiance, le dialogue, parfois faire pression sur nos propres amis dans les ministères. Voilà, ça c'est voilà, c'est ce que je dirais. Je dirais que aussi nos amis, les dirigeants massistes, nous disent que c'est important d'avoir un projet alternatif d'économie, d'État et de société. Ça, c'est inspirant et c'est évidemment ce que j'espère que la gauche européenne s'inspire de cette leçon-là, quoi. Ça, c'est très clair. Oui, c'est clair qu'il est question de vraies perspectives sur le long terme et de changements en profondeur, ce qui est un peu différent que simplement remporter des élections, même si c'est extrêmement important, mais de défendre une vision, et puis aussi d'assumer que parfois le chemin de la transformation de la société, il est tortueux et il est rempli de contradictions, y compris au sein de notre propre camp. Mais voilà, ce sera ça laisse ça laisse des pistes ouvertes. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les progressistes du monde entier.
je vois qu'il y a une série d'interventions qui, en fait, qui ont déjà été traitées entre-temps, pour leur plus grande part. Concernant, il y a une question qui était posée sur la réaction de l'UE, de l'Union européenne à l'époque, et dans ce cas-là, c'était la position que tu avais décrite en début de réunion. Il y a une question qui est posée sur la réaction des partis de droite au sein de l'Union européenne, parce que c'est vrai qu'on a parlé de celle de la gauche, mais même pas de la droite. Là, je n'arrive pas à trouver de position officielle, donc, par exemple, en ce qui concerne la Belgique du MR. Et je pense que dans les questions qui sont traitées, c'était plus ou moins tout. Donc, on va pouvoir clôturer cette première. En fait, il s'agit d'une première activité consacrée à la situation des forces de gauche, des forces progressistes en Amérique latine et dans les Caraïbes. Et donc, avec d'autres intervenants, avec d'autres partenaires, on va organiser ça par contre dans les mois et les semaines à venir. Et on remercie toutes les personnes qui nous ont suivis, et particulièrement Maïté Molla, donc, la vice-présidente du Parti de la gauche européenne, qui était à la tête de la délégation du Parti de la gauche européenne. Tout à fait. Et qui est retourné lors de l'investiture du camarade Arcet ces derniers jours. Et je tiens aussi à remercier particulièrement Thomas, donc mon collègue qui était à la technique et sans qui tout cela n'aurait pas été possible. Je tiens à remercier au nom de l'association Joseph Jacquemotte, nos partenaires de la Contre-Courant et de Vénésol. Et je vous dis à la prochaine. François, si tu me permets de dire un petit mot. Ouais, je t'en prie. Un tout petit mot, ce sera le mot de la fin. Voilà, il y a plein de leçons évidemment que l'Amérique latine nous donne. Enfin, c'est pas des leçons de morale évidemment, mais des leçons d'un apprentissage, un enseignement. Je pense particulièrement par exemple à la présence de forces réactionnaires religieuses. Je l'ai dit, en Bolivie, au Brésil, et même aux États-Unis, ce sont les évangélistes. Donc voilà, c'est aussi par exemple un débat très actuel en Amérique latine et que je pense qu'on devrait pouvoir le réfléchir de manière sereine ici aussi dans les pays européens. Mais il y a quelque chose qui a été dit, on a été interpellé en disant tiens, mais quelle a été la position des droites européennes? Ça a été le silence, et c'est le silence pour dire l'appui à des changements qu'on n'ose pas dire à voix haute. Mais en fait, j'ai envie de dire pas que c'est qu'il faut pas s'y intéresser. Moi, ça m'intéresse moins. Ce qui m'intéressait un peu plus, évidemment, c'était comment les forces importantes de la gauche, et c'est pour ça que j'ai parlé du PSD écolo, parce que eux ont des grands groupes de députés, ont beaucoup de militants, et plein de gens dedans sont sincères dans leurs investissements. Mais bon, voilà, ce silence-là est tout à fait inacceptable. Il est récurrent pour ce qui se passe au Venezuela ou à Cuba ou dans d'autres parties du monde. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est la réaction des médias. La Bolivie et tout le reste, mais voilà, l'aspect, la lunette d'analyse de la situation internationale de nos médias, de la RTBF, du journal Le Soir, il faut le dire, et d'autres médias, certainement la Libre aussi, mais la RTBF et Le Soir, je suis un peu plus attentif. Ça a été la complicité au coup d'État. Quand le journal Le Soir titre sur Evo Morales s'accroche au pouvoir et au moment où il se fait renverser, je pense, allez, c'est moralement ignoble, mais c'est politiquement, voilà, c'est politiquement, ça fait écho aux critiques d'une partie de l'extrême gauche ici, ça fait écho à ce que la gauche institutionnelle ici dit, mais ça fait écho évidemment à ce que la droite et l'extrême droite latino-américaine et européenne disent. Et donc, la victoire de Arcet de la dernière élection, c'est la faillite du journalisme francophone, franco-français, belge. Y a la question médiatique est très importante. Et ça, c'était un mot que je voulais dire pour terminer. Et voilà, enfin, tu as dit autre chose qui me donnait envie de réagir, mais voilà, je veux dire,
je pense que c'est… Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que c'est pas non seulement un positionnement politique avec un rôle que ça joue, l'instrument médiatique, mais c'est aussi un désintérêt complet, total. C'est aussi de la fainéantise intellectuelle. Ça ne les intéresse pas tellement. Je ne pense pas que la RTBF, tous les journalistes de la RTBF soient animés par l'idée d'être les petits soldats, les plumes, des véritables soldats envoyés par les empires dans les parties du monde. Mais il y a un désintérêt, ça ne les intéresse tout simplement pas, et ce désintérêt, évidemment, fait le lit de cet impérialisme. Il faut le dire clairement. Je veux dire, tout le monde s'en fout des pays caribéens, pourtant il y en a plein et ils ont l'air très intéressants. Certains ont envie d'y aller en vacances et très bien. Mais voilà, il y a une bonne nouvelle récente à Saint-Vincent-les-Grenadines, petit pays des Caraïbes, toujours souvent ami du Venezuela, de Cuba. Bah, la gauche, elle vient de gagner les élections. Alors, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas forcément Même où c'est. Voilà, où c'est, que ce pays existe et tout ça, mais en fait, j'ai envie d'appeler à en tout cas sortir de ce désintérêt parce que les peuples là-bas, ils nous regardent avec intérêt aussi, ils sont curieux, ils ont envie d'être, je pense, amis avec les peuples européens. Et quand ils voient les luttes, les luttes des Gilets jaunes, elles ont été très médiatisées, donc il y a un regard amical qui est posé. Il y a beaucoup d'inspiration, que ce soit sur les changements constitutionnels. Hein. La Bolivie, c'est un pays où la constitution a été changée. Il y a un processus de constituante au Chili. Je sais que la question du référendum, de changer les constitutions, était au cœur de mobilisation sociale ici, que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit d'autres mouvements sociaux, même les organisations syndicales, des propositions de la gauche aussi. Voilà, ça c'est quelque chose, une des raisons qui doit nous faire, et je vous invite à participer aux prochaines conférences de ce cycle Amérique latine et Caraïbes. Et je pense que la question des médias et du traitement de l'information internationale, ça mérite aussi une espèce de réunion. Alors, en espérant que dans les prochains mois, ça puisse se faire dans d'autres conditions devant nos écrans. Et je pense que ça a été fort instructif. Oui, ça laisse beaucoup de choses à traiter. Et je pense qu'on va encore avoir beaucoup de choses à se dire dans les prochaines semaines. Bien sûr. Et je remercie encore une fois les personnes qui ont décidé d'assister à cette réunion. Je remercie encore une fois Thomas et les organisations partenaires comme Vénésol, à contre-courant, et mon association culturelle Joseph Jacquemot. Et Vénésol qui justement fait ce travail de réinformation sur Amérique latine. Merci à toi François, hein, bien sûr. Hein. Mais de rien, merci à toi Maxime. Et je tiens à préciser que la version filmée sera disponible sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet respectifs, sur les plateformes de streaming comme YouTube. Et en plus, j'essaierai de mettre une série de références, justement, d'informations, parfois tirées de la presse grand public, mais aussi de choses un peu moins connues. Tout à l'heure, tu citais Maurice Lemoine, qui est derrière, avec Ignace Ramonet, du site Mémoire des luttes, qui traite pas mal des questions latino-américaines. Il y a des choses très intéressantes dans le monde diplomatique qui paraissent régulièrement. Mémoire des luttes, c'est une pépite aussi pour se réinformer, c'est une petite pépite d'or pour se réinformer clairement et s'informer de manière en tout cas sérieuse. Merci beaucoup à tout le monde en tout cas. Hein. Voilà. Et prenez soin de vous et à très vite pour d'autres séances consacrées à l'Amérique latine et aux Caraïbes. Bonne soirée. Salut.